pour la paix. Il m'a fait porter ce rapport. Et donc, à l'issue de tous ces contacts, c'est lui qui avait invité le pasteur Benin, c'est le pasteur Robert Kayanja, qui est le pasteur personnel du président de la République de l'Ouganda, Yoweri Museveni. Et donc, à ce titre-là, nous avions convenu qu'il puisse demander une audience auprès du chef de l'État. Et l'audience a été accordée. Outre la paix et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, le pasteur Robert Kayanja a également partagé avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ses ambitions d'investir dans la culture et la lutte contre la pauvreté, domaine dans lequel il évolue en tant qu'entrepreneur privé dans son pays, l'Ouganda. First of all, we want to thank God for President Tshisekedi. Premièrement, nous remercions Dieu pour le président Tshisekedi for allowing to see us, de nous avoir permis de le voir receiving us in DRC Congo. et de nous voir sur les sols congolais. I come to talk to him about the meeting of Pastor Benin. Je suis venu le voir pour parler de la croisade du pasteur Benin. So we have come to pray for Congo. Mais aussi, nous sommes venus pour prier au Congo. We talked about agriculture Nous avons parlé de l'agriculture because we are very much strong in agriculture. parce que nous sommes très forts dans l'agriculture. I want to congratulate the Congo. You have one of the greatest African leaders. Nous félicitons le Congo. Vous avez l'un de mes leaders. L'audience de ce jour fait suite à une série de prières dites en faveur de la République démocratique du Congo par les pasteurs membres du réseau des leaders religieux influents de l'Afrique à l'initiative du pasteur et prophète américain Benny Hill. Et puis une forte délégation chinoise séjourne ici à Kinshasa. Elle est venue solliciter l'accompagnement du Parlement congolais dans la mise en œuvre des différentes résolutions prises lors de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Xi Jinping à Pékin. La vice-présidente du Parlement chinois qui conduit la délégation, composée de quelques membres du gouvernement, estime que les acquis de la coopération sino-congolaise doivent être sauvegardés. Sandra Nyangui et Gaylor Kimpinga pour le reportage. La délégation chinoise a été accueillie à l'aéroport international de Njili par le deuxième vice-président du Sénat de la RDC, l'honorable Modesto Bahati Lukwebo. Le même jour, dans l'après-midi, Modesto Bahati a, au nom du président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, qui séjourne en France dans le cadre d'une mission officielle, eu une séance de travail avec la délégation chinoise. Rencontre qui a connu la présence des autres membres du bureau du Sénat présents à Kinshasa et les responsables des commissions relations extérieures de la Chambre haute du Parlement et de l'Assemblée nationale, a permis aux deux parties d'évaluer le niveau d'exécution des résolutions et décisions prises lors des rencontres de deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Xi Jinping, en marge du Forum économique Chine-Afrique tenu en 2024 à Beijing. La délégation chinoise a émis le vœu de voir le Parlement congolais faire le suivi de la mise en application des résolutions non encore réalisées. Tous les domaines ont été abordés, non seulement l'opération sur le plan militaire, économique, mais également un accent a été mis sur la formation professionnelle, mais en mettant particulièrement l'accent sur l'économie verte. Après cet échange fructueux, les parlementaires congolais ont accompagné la délégation chinoise à la cérémonie de présentation du livre blanc qui présente les contributions socio-économiques des entreprises chinoises évoluant en République démocratique du Congo. La journée du lundi a été clôturée par un dîner offert par le Parlement congolais à ses hôtes chinois. L'ambiance était conviviale et fraternelle. Une occasion pour échanger le cadeau, partager le repas, le toast, tout dans un contexte empreint d'amitié. Deux lois essentielles dans le cadre de la réforme de l'administration publique ont été promulguées par le président de la République, Félix Tshisekedi. La première reprend le principe d'égalité dans l'accès aux emplois publics. La deuxième porte sur le mécanisme de protection sociale contributif. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'est adressé au personnel de carrière de l'État. Suivez. Le 8 juillet,
2025, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a promulgué 2 nouvelles lois relatives à l'administration publique. Il s'agit de la loi numéro 27/046 du 1er juillet 2025. Cette nouvelle loi reprend sans équivoque le principe d'égal accès de tous aux emplois publics, un principe à valeur institutionnelle, et surtout l'obligation d'une vacance préalable de poste dans les cadres organiques et la programmation budgétaire comme fondement de tout processus de recrutement, favorisant ainsi l'instauration d'une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. Concernant la loi numéro 25/049, modifiant et complétant la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2002 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Cette loi a le mérite d'instituer un mécanisme de protection sociale contributif par capitalisation, jugé plus adapté à la nature des emplois de ces catégories spécifiques d'agents publics qui ne font pas carrière et de ces faits ne peuvent souscrire au modèle traditionnel de sécurité sociale géré par répartition et nécessitant une durée minimum de temps de cotisation pour prétendre à l'ouverture des droits à sécurité sociale. Au cours du briefing de presse avec son collègue de la communication et médias, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Samuel Kamba, a invité la population à se rendre immédiatement à un centre le plus proche dès l'apparition des symptômes liés au choléra. On fait le point avec Jacques Kabawa. La République démocratique du Congo fait face actuellement à la résurgence de l'épidémie de choléra. Au cours du briefing presse animé avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya Katimboué, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a demandé à la population d'aller directement au centre de santé dès la présence de la diarrhée accompagnée de vomissements. Dr Samuel Roger Kamba Mulamba a aussi conseillé à la population d'éviter de prendre des médicaments contre la diarrhée à la maison en cas de présence de ces symptômes, car en lieu et place de soulager, cela aggrave la situation. Le choléra, pour rappeler que c'est une maladie qui est causée par une bactérie qui entraîne 2 signes essentiellement. C'est la diarrhée et les vomissements. C'est une diarrhée très très profuse et des vomissements très profus aussi qui peuvent entraîner malheureusement le décès très rapidement parce qu'on se vide littéralement. Ne prenez pas les médicaments vous-même. Et ça, j'insiste beaucoup parce que c'est un piège. Si quelqu'un a cette diarrhée et qu'il prend des médicaments contre la diarrhée, eh bien, c'est seulement la sortie de l'eau qui est fermée. Mais dans le corps, on continue à se vider. Ce qui fait que ça va gonfler dans le ventre, mais en réalité, vous êtes en train de vous vider parce que vous avez seulement fermé la sortie. Et donc, ne prenez pas les médicaments vous-même. Allez rapidement au centre de santé. Dans son adresse, Patrick Mouyaya Kateboué, porte-parole du gouvernement, a exhorté la population à cultiver le lavage régulier des mains. Le président de la République dans le conseil de ministres le 4 juillet, à l'Obaki, ministre santé, pena bisonio surtout ça là autobengi mobilisation accrue pour na makambo etali choléra. Ata oyokina nous sango nzinga na yote, yeba ke choléra ezali. On a lutter contre le choléra et le kwaliboso à l'ère Covid qui a une recommandation ba pesa kabiso mina hygiène eza kosukola maboko. Le ministre nenga lobiawa ba eza gratuit. Na mokola le tozolo ba on a 4 points de santé mais kasikala mingi te kokoma nango 8. Donc na mama ya RTNC azalia wana bino bandisango. Tokota ndenge nini na ministère à santé tout ça la moi ba sport ya mikie topé ministre moi document kwa bukie pona koyebisa batu ba précaution nini il faut bazwa pona ko éviter kokwea na bokono oyo ya choléra. À la 27e semaine de l'année, le gouvernement a dénombré 2085 cas de personnes affectées.
Cette résurgence est attribuée aux inondations observées récemment ici et là et au déplacement des populations. 17 provinces de la République démocratique du Congo sont touchées par le choléra, dont Kinshasa vient en deuxième position après la Tchopo. Elle fut journaliste et chroniqueuse audiovisuelle active sous le régime de Mobutu dans les années 70 et 80. Pauline Kabangu figure parmi les professionnels des médias de cette époque que Mateta Kanda, Lukenzo Lansi, pour citer que cela. Elle a été reçue ce mardi par le ministre de la Communication et Médias. On l'écoute au micro de Gaëtan Magalano. Le ministre a voulu parler avec moi de mon parcours, le travail que j'ai fait à la RTNC, que ce soit à la télévision ou à la radio. Et j'étais la première journaliste justement. C'est pour ça que le ministre a venu à me recevoir. J'étais la première journaliste, j'étais la première femme qui a eu le de rédacteur en chef et j'étais journaliste permanente. D'abord j'étais au Parlement, ensuite j'étais permanente à la résidence de la République et c'est là que j'ai terminé en fait. Il faut travailler avec beaucoup de sérieux, il faut aimer le qu'on fait pour qu'on puisse vraiment le faire correctement. C'est ce que je fais toute ma vie et cela m'a permis de monter de grade. Je suis monté jusqu'à devenir directeur de la première chaîne de radio, chaîne stéréo. C'est beau dire que quand on travaille bien, on vous reconnaît. C'est en 67 que j'ai commencé à travailler à la télévision. J'avais commencé déjà à travailler à la radio. C'était à la radio Mujimaï, c'était en 1965. Et quand je suis arrivé à Kinshasa en 1967, un concours à la RTNC, j'ai présenté et j'ai été retenu. Et c'est là que j'ai commencé. Après un stage de presque 6 mois, on m'a pris à la télévision. Voilà. Et j'ai commencé à faire le journal télévisé. Reformer le secteur de la sécurité et de la justice, c'est autour de ce thème que s'est ouvert un atelier de sensibilisation sur le lien entre la sécurité et la justice. L'objectif est de bâtir des institutions sécuritaires, judiciaires, professionnelles et efficaces. C'est le premier président de la Cour de la Haute Cour militaire qui a lancé les 10 travaux de 2 jours. Betty Amani et Fiston Wavingana. À travers cet atelier d'échange et de sensibilisation, les participants venus des différents secteurs des forces armées, de la justice, de la sécurité et de la société civile, sans être exhaustifs, réfléchissent sur le renforcement des liens et des synergies entre les secteurs de la sécurité et de la justice pour une réforme efficace, durable et centrée sur les droits humains en RDC. Je suis convaincu que la force de nos réformes résidera dans leur capacité à intégrer et à refléter les besoins et l'attente de notre population. Ensemble, nous avons la responsabilité historique de construire un Congo où la sécurité des citoyens sera effectivement garantie. Organisé par l'ONG Sécuritaire Congo en collaboration avec la Haute Cour militaire, l'auditoire général de FRDC, ces assises bénéficient de l'appui technique et financier de la MONUSCO à travers la division État des droits et institutions de sécurité. La MONUSCO est engagée dans ce forum pour appuyer et accompagner un processus porté par les Congolais, pour les Congolais, en réponse aux besoins exprimés par les populations congolaises. La vision État de droit des institutions de sécurité encourage la collaboration effective entre les forces de défense et de sécurité, les services pénitentiaires et le système judiciaire, afin de renforcer la cohérence des réformes. En dehors des discours introductifs, les travaux se tiendront en panel et une mise en commun sera faite pour des recommandations à toutes les parties prenantes. Et puis la cellule de gestion de la qualité et de la performance et l'Agence pour le développement du numérique, 2 structures qui relèvent de la présidence de la République. Leur responsable était autour du coordonnateur de cette cellule d'éveil stratégique, François Mwamba Tichini. Regardez ce reportage. Le coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique, M. François Mwamba, a présidé une réunion technique de haut niveau à son cabinet, réunissant autour de lui 2 piliers essentiels de la présidence de la République, la cellule de gestion de la qualité et de la performance, ainsi que l'Agence pour le développement du numérique.
Cette séance de travail s'inscrit dans le cadre du processus d'appropriation du système d'information pour le suivi des actions du gouvernement, SISAG en sigle, un outil numérique stratégique récemment adopté par le gouvernement destiné à améliorer la coordination, la transparence et la redevabilité dans l'exécution de l'action publique. L'enjeu de cette rencontre était de permettre aux services de la présidence, en particulier les utilisateurs potentiels du SISAG. L'objet de la réunion, c'était de voir au niveau du cabinet du président de la République les utilisateurs potentiels de cet outil et de voir comment la collaboration pourra se faire, notamment déjà entre les structures de la présidence, mais également, in fine, avec également le gouvernement. Mieux comprendre l'architecture de ce système, ses fonctionnalités clés, mais aussi son mécanisme de gouvernance. L'idée est d'assurer une implication structurée et efficace des acteurs institutionnels concernés dès les premières étapes de son déploiement. Aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Président de la République, de là où il est, partout où il est, dans le monde appelé à d'autres obligations, peut suivre en temps réel l'exécution, la matérialisation de sa vision au travers de l'exécution des grandes actions du gouvernement. Ça, c'est déjà une avancée majeure. Et donc, comme tout projet, nous n'allons pas nous arrêter aux difficultés anticipées, mais plutôt à l'avancée que représente l'implémentation de ce type. Un accent particulier a été mis sur le rôle stratégique que pourrait jouer le CPVS en tant que structure de veille et de suivi de l'exécution des engagements du chef de l'État. C'est dans cette optique qu'il a été convenu d'élaborer une note technique détaillée formulant des propositions concrètes d'amélioration pour une collaboration technique plus fluide entre la présidence et les structures gouvernementales impliquées. Je l'ai dit au sommaire, le détournement des deniers publics ne devrait pas rester impuni en DC. À l'heure où les caisses de l'État sont fragilisées, la corruption suscite colère et incompréhension. Quelle juridique face à ce fléau? La population réagit, les législateurs s'expriment. Certains plaident pour des sanctions pénales exemplaires. Un gros reportage de Jacques Mégy et Patrick Kachala. En République démocratique du Congo, il est courant d'entendre parler de détournement des deniers publics. Qu'en pensent les Congolais? Le détournement, pour moi, c'est comme un virus. Et ce virus a détruit ces pays. C'est un fléau qui doit être banni, sérieusement. Et que notre appareil étatique n'en fait pas assez, malheureusement. Vous remarquerez que les gens qui volent l'argent de ces pays, les gens qui volent l'argent de ces petits peuples, sont très à l'aise dans ces pays. Mais quelles sont les véritables causes des détournements en République démocratique du Congo? Les causes des détournements sont variées et d'ailleurs multiples. Il y a les motivations personnelles liées à la cupidité et au désir d'un enrichissement rapide au détriment de l'intérêt général. Et la deuxième cause que l'on évoquait, c'est la pression familiale, sociale ou politique. C'est-à-dire que lorsque l'on est ce qu'on appelle autorité morale, donc chez un parti politique, et que l'on occupe une fonction publique, l'on est tenté de se servir, pas forcément pour soi-même et manger à la maison, mais c'est pour entretenir son parti, parce qu'on se dit qu'on ne sait jamais demain. La troisième cause que l'on évoquait, c'est l'absence des sanctions dissuasives, ou l'impunité bénéficie certains. Comment combattre ces fléaux que sont les détournements des deniers publics? Je pense, moi, personnellement, qu'il faut une assez forte coercion. Le cadre légal qu'il existe aujourd'hui n'est pas assez dissuasif. J'aimerais, moi, personnellement, puisse ériger des détournements et des deniers publics en un crime passible juste à la peine, à la perpète. Moi, je pense que les détournements ne doivent pas avoir place dans ces pays. Nous devons tous nous saisir la main pour travailler et lutter contre ces virus-là. Il faut prévoir des sanctions de niveau, des sanctions pénales d'une part et des sanctions administratives d'autre part. Mais on peut également prévoir des sanctions à caractère moral. Commençons par les sanctions à caractère moral. Il faudrait que les détournements aient une réprobation populaire sans faille. Et apparemment, de plus en plus, on tente d'aller vers là. Le peuple maintenant ne veut plus entendre quelqu'un défendre une personne qui est soupçonnée de détournement. Là, je pense qu'on a 4 termine la peine de mort, travaux forcés, suivi de ce que je veux dire, les sanctions administratives. Probablement, c'est la révocation de la personne, mais également la confiscation de ses biens. La République, ainsi que ses politiques ou ses gestes, prennent conscience
Le détournement est un fléau. Même titre que l'État dessert l'intérêt général et met la République en danger. Les détournements des fonds publics ont de conséquences désastreuses. Cet acte ignoble freine lamentablement le développement socio-économique de la nation. Et puis, le ministre de l'Industrie a procédé au lancement de la plateforme dédiée au financement extérieur pour soutenir les projets industriels. Cette plateforme vise à faciliter l'accès des entreprises à des fonds extérieurs pour booster le développement du pays. Reportage. Dans une salle bondée des entrepreneurs et des responsables des institutions financières, le ministre de l'Industrie a eu le privilège de lancer officiellement la plateforme digitale dénommée Congo Support PME. Louis Watum Kabamba, un homme heureux. Nos obligations, ton gouvernement, c'est de faciliter la réussite de ce que vous pouvez faire. Que vos rêves les plus fous soient réalisés. L'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, initiatrice et gestionnaire de la plateforme support PME, martèle sur ses objectifs. La plateforme Congo Support PME.cd a été conçue comme un outil numérique évolutif. Elle a été pensée pour résoudre les besoins actuels du marché tout en n'ayant la flexibilité nécessaire d'intégrer de nouvelles fonctionnalités et catégories au fur et à mesure de notre écosystème. Concerné au premier chef par cette innovation numérique, la vision des chefs de dépasser le marché DC, l'entrepreneuriat congolais, de faire des jeunes congolais des millionnaires. En tant qu'entrepreneur, je dirais que la PME vient de me présenter une opportunité. Cette opportunité qui pourra me permettre, moi, à émerger encore dans mes entreprises, dans les projets à venir. L'RDC a pris part dernièrement à la foire de Ndola en Zambie. Plusieurs entreprises basées dans le Grand Katanga, notamment le Fonds de promotion de l'industrie, a présenté ses différents services. Suivez. Foire internationale de Ndola. La République démocratique du Congo remporte le prix du meilleur exposant. Grâce au FPI, la RDC vient de prendre part à la 59e édition de la Foire internationale de Ndola en Zambie du 2 au 8 juillet 2025. Renforcer la résilience par l'innovation et le commerce est le thème choisi cette édition. Le Congo-Kinshasa a été valablement représenté par plusieurs entreprises dont celles basées dans le Grand Katanga. Cette édition a constitué une plateforme stratégique pour la mise en valeur des potentialités économiques et industrielles de la région. Parmi les entreprises ayant participé à cette foire économique, on a noté une présence remarquable du Fonds de promotion de l'industrie à travers sa direction provinciale du Haut-Katanga, gérée par Honoré Kabunda Mbuta. Pour cette fois, c'est vrai, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas rester seulement comme ça. Nous sommes une institution qui a financé beaucoup plus d'industrie au niveau de la République de façon générale et au niveau des grands Katara d'une façon particulière. Parmi les industries, vous verrez par exemple les produits que nous avons amenés ici. Ce sont ces produits fabriqués par les industries financées par le FPI. Son stand a exposé plusieurs produits finis de haute facture mettant en lumière le rôle crucial de cet établissement public dans la promotion de l'industrie locale. Le FPI tient à réduire sensiblement la dépendance du pays face aux importations, à créer des emplois et à lutter contre la fuite des capitaux. Sachez également que le ministre de la Justice a procédé à la remise de 17 sceaux officiels pour le bon fonctionnement des services de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, outil important dans la mobilisation des recettes non fiscales. Cédric Kenina nous en dit plus. Il s'agit au total de 17 sceaux, remis officiellement à la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGAD par le ministère de la Justice et garde des Sceaux.
Et c'est le directeur général de cette régie financière, Étienne Otchoudi-Lutula, qui a réceptionné ces instruments hyper importants pour le fonctionnement des services au sein de la DGRAD. Que les sous-officiels sont d'une importance capitale, parce que c'est à travers ces sceaux-là que nous identifions les actes authentiques posés par les autorités de la DGRAD. C'est sous l'impulsion, effectivement, de son Excellence Monsieur le Président de la République de l'État et la Première ministre, chef du gouvernement, que le ministère de la Justice a initié les actions de fabrication des sous-officiels. Cette action est arrivée après que le ministère de la Justice et garde des Sceaux ait contacté le ministère des Finances pour faire la proposition des nouveaux sceaux. Et lorsque le ministère des Finances a été contacté, son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a sensibilisé tous ses services afin de passer commande officielle de fabrication des sceaux. Et 6 mois après, maintenant, on vient de nous livrer 7 sceaux aux officiels, dont 3 pour la direction générale et des directions urbaines et 14 autres pour les directions provinciales. Dans les jours à venir, ces sceaux seront déployés dans les directions urbaines et provinciales de cette régie financière. Et de son côté, son collègue de la recherche scientifique a procédé à l'ouverture ce mardi d'un atelier de sensibilisation, de vulgarisation des nouveaux textes réglementaires liés aux mesures de sécurité nucléaire et de radioprotection. Gilbert Kabanda a souligné l'importance d'une réglementation nationale solide et la formation des experts nucléaires pour faire face aux menaces potentielles. Monique Mavungo. Ces assises de 3 jours réunissent les participants venus de plusieurs provinces du pays, soulignant l'intérêt national qui suscite les enjeux liés à la radioprotection. Dans son mot de bienvenue, le président du CNPRI, Comité national de protection contre les rayonnements ionisants, le professeur Florimond Nyamoga, a attiré l'attention des participants sur l'importance de s'investir pleinement dans les travaux afin d'atteindre les résultats escomptés. L'objectif est simple, mais très ambitieux. Faire de la culture de la sûreté et de la sécurité nucléaire une réalité dans chaque entreprise, chaque service et chaque projet. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, a également appelé les intervenants à s'engager activement dans les échanges en vue de contribuer efficacement à la mise en œuvre de ces nouvelles mesures. L'État a l'obligation de mettre en place un dispositif légal et réglementaire rigoureux afin d'en encadrer l'usage et de prévenir efficacement les risques y afférents. Ces textes dont la substance sera l'objet de sensibilisation dans le cadre de cet atelier visent à instaurer une transparence dans la procédure d'autorisation, à garantir une sécurité physique optimale des personnes et matières nucléaires, ainsi que à encadrer l'exposition aux sources naturelles de rayonnement. Pour rappel, le Comité national de protection contre le rayonnement ionisant CNPRI a pour mission de protéger l'homme et l'environnement contre les effets nocifs des rayonnements ionisants. Aziz Mouna, ministre des Affaires sociales, a partagé avec le panel des facilitateurs de l'Union africaine les difficultés des populations congolaises en situation difficile, ce après sa rencontre avec la directrice de l'UNICEF chargée des opérations urgentes. Commentaire Edith Chala. Au cours de ces échanges entre la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Azizamouna, et la directrice des opérations d'urgence de l'UNICEF, Madame Lucia, il a été question de réfléchir sur les prochaines étapes d'intervention du gouvernement de l'UNICEF auprès des populations sinistrées de manière générale. Madame Lucia pense que la disponibilité du gouvernement de la République à travers le ministère des Affaires sociales est une aubaine pour donner des réponses appropriées aux populations en détresse. Pour apporter une réponse multisectorielle à l'association des enfants, des communautés, l'UNICEF pour appuyer les objectifs et les cadres de la réponse humanitaire, une réponse multisectorielle pour voir
à la fois la protection de l'enfant, l'éducation, la santé, l'assainissement, l'hygiène, et faire aussi que vraiment la centralité de la protection pour résoudre la crise et pour aider les enfants, surtout les enfants qui étaient traumatisés par les conflits. Juste après, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a rencontré leurs excellences Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, et Saleh Zewde, ancienne présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Toutes deux membres du panel des facilitateurs dans la médiation africaine pour la paix en République démocratique du Congo. Avec elle, la ministre Nathalie Azizamounana s'est apaisantie sur l'assistance urgente, la réinsertion communautaire, la promotion de la solidarité nationale et la valorisation des initiatives locales pour la paix dans la région des Grands Lacs et particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'avenir du réseau des centres de lecture et d'animation culturelle est au centre des discussions entre la ministre déléguée en charge de coopération internationale et francophonie et l'analyste politique principal pour l'Afrique centrale. Un reportage de Pierre Dolodé-Mazon. Cette rencontre marque le lancement officiel de la mission biennale de suivi et d'évaluation du réseau des centres de lecture et d'animation culturelle, CLAC, dispositif phare de l'OIF déployé dans plusieurs pays membres. En République démocratique du Congo, la mission se déroulera du 15 au 29 juillet 2025 avec des étapes prévues dans 6 villes, Mbaka, Lubumbashi, Kolwezi, Kindu, Bandou et Matadi. En accueillant la délégation à Kinshasa, la ministre déléguée, Maître Bestine Kazadi, exprime les attentes stratégiques de la RDC quant à l'avenir des CLAC, appelés à devenir de véritables instruments au service du développement humain en cohérence avec les priorités nationales, accès équitable au savoir, inclusion numérique, promotion de l'innovation locale et accompagnement de l'entrepreneuriat des jeunes. Les échanges ont permis d'identifier plusieurs pistes concrètes de collaboration pour renforcer l'impact du réseau sur le terrain. La ministre a notamment souligné la nécessité de renforcer l'accessibilité, la modernisation et la pertinence des services offerts en les pensant comme des leviers de formation, d'éducation citoyenne et d'insertion socio-économique au plus près des besoins de la jeunesse. La discussion a également porté sur les conditions techniques et opérationnelles de modernisation des centres, notamment par la solarisation des infrastructures, l'équipement numérique adapté, ainsi que la mise en place des services innovants et inclusifs. Et pour finir, le directeur général de l'Office des routes a effectué une visite d'inspection des chantiers routiers à Kinshasa, une visite qui vise à évaluer l'état d'avancement des travaux en vue d'assurer leur bonne exécution. Regardez ce reportage. Le directeur général de l'Office des routes, Jano Kikanga Langoy, a effectué samedi 11 juillet une vaste tournée d'inspection sur différents chantiers de la ville-province Kinshasa. Du rond-point à Limete, en passant par Lemba Matete, jusqu'au saute-mouton du quartier Bonhomme et l'axe rond-point Mongafula. L'autorité a évalué l'état d'avancement des travaux initiés dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État. Accompagné du directeur provincial de Kinshasa, Didi Kitukila, le directeur général a constaté les efforts de stabilisation des sols, de bétonnage et des poses d'enrobés, tout en dénonçant le civisme ambiant, dont l'occupation anarchique, l'obstruction des caniveaux et détournement des infrastructures. À Mayemo, les sommations ont été adressées à un citoyen ayant érigé une maison en pleine zone de lutte contre l'érosion. Oui, les obstacles sont nombreux. Les problèmes de civisme de nos compatriotes. Là où nous avons procédé au curage, par exemple, le constat est que 2 semaines après, les déchets solides reviennent dans les caniveaux. Ce qui est incroyable. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, est toujours attentif par rapport aux conditions de vie de sa population. Il avait instruit son gouvernement pour qu'un programme d'urgence soit conçu par rapport aux travaux routiers dans la ville de Kinshasa. Malgré les obstacles,
Jeannot Kikangala s'est dit satisfait de l'engagement de ses équipes sur terrain et a réaffirmé sa détermination à améliorer la mobilité urbaine et la sécurité routière pour tous les Kinous. Et puis ce communiqué vient de nous parvenir à monsieur le commandant de la régie de voie aérienne de l'aéroport international de Ndji à Kinshasa-Nsele. Monsieur le commandant, nous vous informons du décès depuis le dimanche 29 juin 2025 d'honorable sénateur Adonis Ngabani Ngovoli. Sa dépouille mortelle arrive ici à Kinshasa ce mardi 16 juillet 2025 à 17h35 par le vol régulier Air France. Nous sollicitons par conséquent l'accès au tarmac des véhicules membres du bureau du Sénat, des honorables sénateurs ainsi de quelques officiels. Veuillez agréer, monsieur le commandant, l'expression de mes sentiments les plus distingués pour le président de la mission Kalalawa Kalala José, premier vice-président du Sénat. Fin de journal rédigé par Gauthier Kiassi, supervisé par Jacques Kababa sous la direction Oscar Balkaïch. Angèle Mabiala était à la coordination. Je vous dis au revoir et vous retrouve demain à 20h avec un plaisir.